Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 18 avril 2020 pour le 186e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport de situation principalement axé sur le coronavirus, l'échange de prisonniers qui a enfin eu lieu cette semaine entre l'Ukraine, la RPD et la RPL. Et on va dire une petite analyse de la façon dont l'OSCE travaille dans le Donbass. De manière générale, je pense que c'est assez révélateur ce petit comparatif qui a été fait par la RPD. Sur le plan militaire, du 11 au 17 avril 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 73 reprises, donc on est en baisse par rapport à la semaine passée, durant lesquelles elle a quand même tiré 60 obus d'artillerie de 122 mm et 143 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là, pour les obus de mortier, on est à moins que la semaine passée. Par contre, pour les obus d'artillerie, on est au même score. Le nombre de munitions total est de 907, donc là on est par contre à plus que la semaine dernière. Il faut y rajouter les 8 violations, 24 munitions, dont 13 obus de mortier de 82 mm tirés par les forces armées ukrainiennes contre les RPD durant les dernières 24 heures. Donc on voit une baisse là, c'était assez haut en tout début de semaine, ça a chuté après. Et alors est-ce que c'est dû au coronavirus chez les soldats ukrainiens? Je sais pas, c'est une grande question. Ces tirs, en tout cas, en RPD ont tué un soldat, 23 habitations ont été endommagées en RPD, ainsi que plusieurs pièces d'infrastructure, type gazoduc, ligne électrique, etc. Côté ukrainien, par contre, c'est la boucherie, puisque les pertes de cette semaine sont de 11 tués et 15 blessés, pour beaucoup des pertes hors combat. Donc c'est quand même assez énorme. Si on regarde la partie accord de Minsk, eh bien ça y est, après pas mal de tergiversations, de perte de temps, parce que je rappelle que lors des réunions des groupes de contact qui ont eu lieu à Minsk, puis par vidéoconférence, l'Ukraine avait fait traîner le processus. Eh ben ça y est, l'échange a eu lieu le 16 avril. Pour cause de coronavirus, ce premier échange de l'année 2020 a eu lieu à 2 endroits séparés. Donc à Mayorsk pour la RPD, à Chastier pour la RPL. Le but c'est d'éviter de concentrer trop de personnes à un même endroit, et ben c'est peu de journalistes pour couvrir des deux côtés, parce que bon, le but c'est quand même d'éviter une contamination massive, on ne sait pas potentiellement si nous on peut être contaminé ou si les prisonniers peuvent l'être, donc tout le monde portait des masques. Voilà, les soldats qui les encadraient aussi, les médiatrices aux droits de l'homme de l'RPD et de l'RPL aussi, portaient des gants. Donc voilà, les précautions ont été prises quand même, on les a pas fait... Les journalistes qui filmaient aussi d'ailleurs, les collègues qui filmaient, ou qui photographiaient étaient tous masqués, donc voilà. Je vais y revenir après, parce que vous allez voir, il y a pas mal de conneries qui sont racontées sur la façon dont on gère ici. À Mayorsk, donc, qui est ce point de passage situé près de Gorlovka en RPD, l'échange a commencé à 9 h du matin. Il a été mené assez rapidement, je crois en moins d'1 heure, ce qui était bien plus rapide que le précédent échange qui a duré pendant des plombes. La RPD a confirmé avoir procédé à l'appurement judiciaire de tous les prisonniers qu'elle a rendus à l'Ukraine, comme le prévoient les accords de Minsk. Je sais pas si c'est le cas de la part de l'Ukraine, ça reste à vérifier, parce que la dernière fois, il y en avait plein, ils n'avaient pas du tout fait d'appurement judiciaire. L'échange de prisonniers entre l'Ukraine et la RPD initialement devait se faire au format 11 contre 9, mais une personne a finalement refusé de venir sur le territoire de la République populaire, ce qui fait que l'échange s'est transformé en format 10 contre 9. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé dans cet échange, quand j'ai regardé les images des collègues, c'est la différence d'état de santé entre ceux qui ont été rendus à l'Ukraine et ceux que la RPD a récupérés. C'est-à-dire que sur le reportage vidéo de Patrick Lancaster, je vais vous diffuser quelques images pour que vous voyez, on voit clairement que les premiers prisonniers qui sont affichés, qui sont ceux que la RPD rend à l'Ukraine, ils marchent normalement, ils boitent pas, ils ont un pas rapide, ils n'ont pas besoin de canne, pas de béquilles. Voilà. Et au contraire, ceux qui sont rendus à l'RPD par l'Ukraine, ils boitent, ils marchent avec des cannes ou des béquilles. Il y en a même un qui a encore un système de broche externe sur la jambe, ce qui indique que celle-ci a été cassée. Cet homme-là et un autre qui marche avec des béquilles ont dû être ensuite emmenés en ambulance et non pas en bus, parce que c'était impossible de les faire monter dans le bus. Je veux dire, c'est énorme, quoi. Déjà en décembre 2019, moi c'est un truc qui m'avait frappé. Nous, on leur avait rendu des prisonniers qui étaient en pleine forme,
bien en chair, etc. Nous, on avait récupéré des gens, ils étaient taillés comme des cure-dents, ils étaient émaciés, le regard bas, enfin vraiment, tu voyais une différence énorme. Mais là, quand je vois, là, lors de cet échange du 16 avril, quand je vois l'état de ces prisonniers, moi je comprends pourquoi l'Ukraine a mis autant de temps à confirmer leur présence dans ces prisons. Parce que moi, quand je vois leur état, ça me fait tout de suite penser au fait qu'ils ont très certainement été torturés et sévèrement battus. Je rappelle, c'est la méthode habituelle de traitement des prisonniers par l'Ukraine. Hein. Je rappelle l'interview de Yulia Prosolova, qui avait été libérée en décembre, qui avait livré un témoignage absolument glaçant sur ce qu'elle avait vécu dans les prisons ukrainiennes. Donc, moi, c'est quand même assez hallucinant. Donc ces prisonniers-là, c'était des prisonniers qu'on n'avait pas pu récupérer en décembre parce qu'à l'époque l'Ukraine n'avait pas confirmé qu'elle les avait. Et quand je vois leur état, je comprends pourquoi. C'est-à-dire que c'était des prisonniers qui ont été sévèrement torturés et que si nous les avions rendus en décembre, je pense que là ça aurait été encore plus visible, tu vois, les traces de torture, etc. Donc, moi, ça me choque. Ça me choque. Bon, en tout cas, ces prisonniers sont maintenant examinés par des médecins pour voir quels traitements sont nécessaires, entre autres ceux qui ont eu des membres cassés. Hein. Ils sont placés en quarantaine d'office pour 14 jours à l'hôpital, hein, pour cause de coronavirus. La République populaire de Lougansk a quant à elle récupéré 4 personnes sur les 8 prévues. Les autres ont finalement renoncé à participer à l'échange, dont 3 parce que tout simplement elles habitent en Ukraine. Donc c'est des gens que le SBU chope en Ukraine, accuse d'être des séparatistes, etc. Mais c'est des gens, leur famille c'est là-bas, quoi. Donc ils ont été libérés, mais ils restent en Ukraine. Je trouve ça très dangereux, hein, personnellement, mais bon. Kiev a récupéré 11 prisonniers de son côté, comme prévu par la formule de l'échange, qui a été menée, comme je le disais, à Chastier, peu après celui qui a été mené à Mayorsk. Alors, la question qui se pose, quand on voit que Kiev arrive à avancer sur ce dossier-là, c'est pourquoi l'Ukraine applique ce point-là des accords de Minsk, sans trop de difficultés, même si elle fait traîner le processus, alors qu'elle échoue à appliquer tous les autres cessez-le-feu inclus. Voilà. Pourquoi l'Ukraine refuse de mettre en place ce fameux conseil consultatif avec les RPD et les RPL? Ils essayent maintenant, en plus, de continuer à dire que il faudrait que les représentants pour les RPD et les RPL soient pas de l'RPD et de l'RPL, mais des gens qui sont partis au début de la guerre, ce qui est du délire complet, encore une fois. Mais par contre, mener l'échange de prisonniers, ça, il n'y a pas de problème. Eh ben parce que c'est une bonne opération de communication à bas prix pour l'Ukraine, qui peut faire ainsi croire qu'elle avance sur l'application des accords de Minsk, sans devoir prendre des mesures qui passeront pas. Comme la modification de la Constitution, le statut spécial du Donbass, etc. etc. C'est le point de vue qu'a exprimé Daria Morozova, qui est donc la médiatrice aux droits de l'homme de la RPD, qui a dit que l'échange de prisonniers est utilisé par la partie ukrainienne comme un mécanisme de manipulation, hein, que c'est rentable pour l'Ukraine d'appliquer cette partie-là des accords de Minsk, parce que l'échange de prisonniers c'est le plus inoffensif de tous les points de ces accords. Elle trouve ça très inhumain, hein, d'ailleurs, que l'Ukraine utilise ça comme dans un but de relations publiques, parce que c'est ça, hein, en fait, compte. En fait, c'est un bon moyen pour l'Ukraine de faire oublier le fait qu'aucune nouvelle réunion au format Normandie ne se dessine pour l'instant parce que Kiev n'a rempli aucune de ses obligations issues du précédent sommet à Paris. Hein. Donc ils ont beau faire la méthode Coué en annonçant qu'il serait possible d'organiser une réunion au format Normandie au format vidéoconférence et que Kiev essaye d'obtenir pour cela l'accord de la Russie, de la France et de l'Allemagne. La réponse de Moscou, qui est déjà la énième de copie de la même réponse qui revient sans arrêt, c'est qu'il n'y aura pas de nouvelle réunion tant que les points énoncés dans le communiqué publié lors du précédent sommet en décembre n'auront pas été appliqués. Or, de ce côté-là, il n'y a aucun progrès. Aucun. Hein. Le cessez-le-feu n'a pas progressé, le désengagement des forces non plus, puisque je rappelle, on devait terminer le désengagement des forces dans 3 nouvelles zones pilotes fin mars. Nous sommes en avril. La localisation des 3 nouvelles zones pilotes est toujours pas fixée. Toujours pas. Il
n'y a pas eu d'ouverture de nouveaux points de contrôle sur la ligne de front comme c'était prévu. La mise en œuvre de la formule Steinmeier est toujours au point mort. Les parties donc législatives, statut spécial du Donbass, changement constitutionnel, il n'y a rien qu'à avancer. Bon, je vais dire, comme l'a dit le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andrei Rudenko, le prochain sommet au format Normandie ne sera organisé que lorsque toutes ces décisions auront été mises en œuvre. Voilà. Puis ils ont rappelé ce que j'ai déjà dit, à savoir que cette fois, les accords qui devront être conclus lors de la prochaine réunion seront convenus à l'avance, pour éviter la reculade de Zelensky de décembre 2019, où il a finalement refusé de mener le désengagement sur l'ensemble de la ligne de front, comme ses représentants lors des travaux préparatoires, hein, parce que les trucs au format Normandie, c'est pas ils viennent et puis ils découvrent d'un seul coup de quoi ils vont discuter, d'accord? Il y a des réunions préparatoires, ils ont des représentants qui se rencontrent avant pour préparer le terrain, et les représentants ukrainiens avaient agréé à ça, avaient agréé pour un désengagement tout le long de la ligne de front. Et au dernier moment, lors de la réunion, Zelensky a fait marche arrière, gros rétropédalage, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec ces 3 nouvelles zones pilotes. Donc ça, l'Ukraine a joué cette carte-là qu'une fois, elle pourra pas la jouer une deuxième, la Russie a bien retenu la leçon, donc ils ont dit, maintenant la prochaine fois, voilà, vous signez à l'avance un papier, comme quoi c'est les points majeurs sur lesquels on va se mettre d'accord. Fini, les reculades, etc. Mais donc pour l'instant, la prochaine réunion format Normandie, elle se dessine toujours pas. Parce que l'Ukraine ne fait pas ce qu'elle signe. Ce qu'elle signe, elle se torche avec. Donc comme pour l'instant, la prochaine réunion est repoussée au calendrier grec, et l'Ukraine a décidé de redorer un petit peu son blason, en appliquant le seul point des accords de Minsk qu'elle peut appliquer sans faire trop d'efforts, c'est l'échange de prisonniers. Voilà. Alors moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est quand je vois l'état dans lequel ils nous les ont rendus, sachant qu'on a plus d'une centaine, on a presque 115 prisonniers, dont on est toujours sans nouvelles, dont on ne sait toujours pas s'ils sont vivants et s'ils sont en prison en Ukraine. Moi, je suis inquiète pour eux, parce que quand je vois l'état dans lequel on a récupéré là les derniers, je me dis que si l'Ukraine n'a toujours pas confirmé la présence de cette centaine de personnes dans leur prison, ça veut dire, je pense qu'il y en a un certain nombre qui doivent être à peu près dans le même état, si ce n'est pire que ceux qu'on a récupérés cette semaine, et qu'il y en a certainement un certain nombre aussi qui est très certainement mort. Voilà. Voilà, quoi, mais c'est là qu'on voit l'importance de ces échanges de prisonniers pour récupérer les gens, parce que, enfin, vous vous rendez compte de ce qu'ils ont subi pour arriver dans cet état. Et puis donc je vous parlais de l'évaluation du travail de l'OSCE dans le Donbass. C'est la représentation de l'RPD au sein du Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu qui s'est amusé à comparer les statistiques des victimes civiles compilées par les différentes parties du conflit dans le Donbass, celles de l'OSCE et celles de l'ONU. Et le résultat n'est pas vraiment à l'avantage de l'OSCE, qui a enregistré tout juste la moitié du nombre de victimes, quand l'ONU en a enregistré quand même 90% dans ses rapports. Alors, pour ceux qui suivent mes sites web depuis le début, ou mes reportages, etc., bon, c'est peut-être pas une nouveauté, hein, c'est pas étonnant, mais ce comparatif a quand même le mérite de démontrer factuellement qu'il y a un problème avec la façon dont l'OSCE enregistre les victimes civiles, mais aussi les violations du cessez-le-feu, hein, je vous rassure, dans le Donbass. Parce que, bon, entre les fois où ils viennent pas constater les destructions provoquées par un bombardement, parce que c'est la fin de la journée à 14h30, les fois où ils transforment par magie un énorme cratère laissé par un obus d'artillerie de 122 mm dans le jardin d'une grand-mère en cratère d'obus de mortier de 82, et j'en passe. La réputation de l'OSCE dans le Donbass est déjà déplorable. Ils sont limite accueillis à coups de cailloux, tu vois, quand ils viennent sur la ligne de front. Je parle même pas des fois où ils ont des alus, hein, comme le coup où ils nous ont vu un avion russe dans le ciel de l'RPD alors qu'il était dans l'espace aérien russe. Bref, mais bon, si on regarde les chiffres des victimes civiles tuées par des tirs ou des bombardements dans le Donbass pour l'année 2020, là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un gros problème de fiabilité au niveau des rapports de l'OSCE. Ce qui est très problématique, puisque je rappelle quand même que l'OSCE sert de source pour beaucoup de journalistes occidentaux qui parlent du Donbass. Parce que du 1er janvier au 31 mars 2020, donc la représentation de l'RPD au sein du CCCC a enregistré 14 civils blessés, 2 tués, celle de la RPL, 5 civils blessés, et la représentation ukrainienne, 3 civils blessés.
Si on regarde maintenant les données des 2 organisations internationales, l'ONU en a enregistré 20 sur 22 pour les blessés, elle a enregistré la totalité des tués, mais l'OSCE, elle a enregistré que 11 civils blessés, 4 en RPD, 5 en RPL et 2 en Ukraine et 2 tués. Donc la moitié du nombre réel, et à peine au-dessus de la moitié de celui fourni par l'ONU. L'OSCE a littéralement oublié 10 civils blessés en RPD et RPL et un côté ukrainien. Donc plus de la moitié des civils blessés dans les 2 républiques populaires ont été passés à la trappe par l'OSCE. La différence est encore pire si on regarde seulement le mois de mars. Je vais vous montrer le petit slide. Ce qui était, je rappelle, le plus mauvais en termes de pertes parmi les civils. La représentation de l'RPD avait enregistré 11 blessés et 2 morts. C'est là qu'on avait eu des morts. La représentation ukrainienne avait enregistré 3 civils blessés. Les statistiques de l'ONU collent parfaitement à ces chiffres. On a un total de 14 blessés et 2 morts parmi les civils. Mais l'OSCE, elle n'en rapporte que 5 blessés et 2 morts au mois de mars dans le Donbass. Presque les 2 tiers des civils blessés sont passés à la trappe. C'est gênant, là, quand même. Et cette tendance de l'OSCE à oublier une bonne partie des victimes civiles en RPD et en RPL n'est pas nouvelle, mais enfin, il serait peut-être temps que ça change. Parce que leur but officiel, leur mission, c'est quand même ça. C'est de rapporter les violations, du cessez-le-feu, les destructions et les victimes. Si vous en oubliez entre la moitié et les 2 tiers, il y a un problème quand même. Je rappelle, c'est l'OSCE qui est censé aider à ramener la paix dans le Donbass. Donc si vous oubliez la moitié des trucs, ça pose un peu problème. Un peu. Hein. L'autre différence majeure, qui est d'ailleurs toujours pas à l'avantage de l'OSCE, c'est que l'ONU, elle, dans son rapport trimestriel, précise de quel côté de la ligne de front les civils ont été blessés ou tués. Or, l'OSCE, malgré les demandes récurrentes tant de la Russie que des 2 républiques populaires, continue de mettre toutes les victimes civiles ensemble, toutes causes confondues dans ses rapports récapitulatifs. Donc on a à la fois des gens qui ont marché sur une mine, des gens qui se sont pris un tir de sniper et des gens qui se sont pris des obus sur la gueule. Et en plus, ils précisent pas de quel côté. Résultat, on comprend pas clairement qui est responsable des morts ou des blessés parmi les civils. Or, si on se penche sur ces fameuses données qui vont du 1er janvier au 31 mars, on se rend compte que tous les civils tués par des bombardements ou des tirs l'ont été en RPD, et que 86,6% des civils blessés l'ont été en RPD et RPL, et seulement 13,4% côté ukrainien. Si l'OSCE fournissait ces chiffres de manière claire et précisait la localisation des victimes civiles de bombardements et de tirs dans le Donbass, ça permettrait de montrer clairement que l'armée ukrainienne vise délibérément les civils, contrairement aux milices populaires de l'RPD et de l'RPL. Parce que les dommages collatéraux, quand ils tirent soi-disant contre des positions des milices populaires, on ne peut pas expliquer qu'il y ait 6 fois plus de victimes civiles de bombardements en RPD et en RPL qu'en Ukraine. C'est pas possible. 6 fois plus. Non. Non. Je veux dire, c'est quand même effrayant. Donc, face au fait que l'OSCE continue de publier des rapports qui sont complètement abscons, aussi bien sur les victimes civiles que les bombardements, amusez-vous à regarder un jour un de leurs rapports quotidiens. Regardez le tableau des violations du cessez-le-feu. Si vous arrivez à comprendre qui tire sur qui, sans devoir prendre une carte et 3 heures de votre temps pour analyser chaque tir, bon courage. Je veux dire, c'est pas possible. C'est complètement abscon. Complètement. Tu comprends rien. Voilà. Et je dis, c'est pas la première fois. La Russie a demandé déjà l'année dernière et il y a 2 ans, je crois via Lavrov, de détailler de quel côté, entre autres, les victimes civiles se trouvent. Et en plus, là, les chiffres sont complètement faussés. Il en manque la moitié. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Bon, alors face à ça, l'RPD a demandé aux représentants russes au sein de l'OSCE de faire pression pour corriger cette tendance déplorable qui porte atteinte à l'image de l'organisation. Bon, moi clairement, ça montre qu'il y a un gros biais pro-ukrainien bien évident au sein de l'OSCE quand même. Comme j'ai dit, c'est pas en oubliant comme ça la moitié des victimes, en n'allant pas constater les destructions suite au bombardement, etc.,
que l'OSCE peut s'attendre à ce que ces observateurs soient mieux accueillis quand ils se pointent sur la ligne de front. Vous allez vraiment finir par vous prendre des cailloux. Mais il faudra pas vous plaindre. Voilà. Parce que là, en ce moment, ils passent leur temps à chougner tous les jours, quasiment, sur leur site, sur leur page Facebook. Ouais, les RPD, les RPL nous laissent pas rentrer via la ligne de front. On se fait refuser l'entrée. Mais c'est normal, il y a une épidémie de coronavirus, on a fermé la frontière, bande de débiles. Et ça s'applique à vous comme à tout le monde et vous aviez été prévenu. Donc pourquoi vous réessayez 15 fois par semaine de passer la ligne de front alors qu'on vous a dit qu'on ne vous laissera pas passer parce que vous venez pour beaucoup d'une zone, simplement de l'Ukraine, parce que vous essayez de passer depuis l'Ukraine, qui est infestée. On va pas faire rentrer plus de virus, ça suffit. Ça suffit, stop. Donc au lieu de chougner toute la sainte semaine que vous pouvez pas rentrer en RPD et en RPL à cause de ça, ben, prenez le temps d'améliorer vos rapports quotidiens et trimestriels. Parce que oublier la moitié des victimes civiles dans le Donbass, c'est autrement plus grave que d'être empêché de venir en RPD RPL parce qu'on est potentiellement porteur d'un virus en pleine pandémie mondiale. Hein, je dirais à un moment, il faudrait peut-être redescendre sur Terre. Parce que ça, pour chougner pour ça, parce que vous vous faites empêcher d'aller à droite ou à gauche, et souvent c'est pour votre propre sécurité. Je veux dire, souvent quand les milices populaires vous empêchent d'aller à droite ou à gauche, c'est parce que c'est des routes qui n'ont pas été vérifiées pour des mines, parce que vous vous pointez à la dernière minute sans informer de où vous comptez aller. Donc les milices populaires n'ont pas le temps de vérifier si il n'y a pas des mines qui auraient été installées pendant la nuit par des saboteurs ukrainiens, hein, comme on a eu dans le jardin d'Irina hein, l'année dernière. Je veux dire, enfin arrêtez. Je veux dire, faites votre boulot correctement déjà pour commencer. Hein. Revoyez un peu vos rapports. Il y a vraiment matière à faire. Et puisque je parle de pandémie de coronavirus, l'épidémie continue de se propager, y compris dans les républiques populaires. La RPD a jusqu'ici 36 cas. Dont 2 sont guéris, ont quitté l'hôpital le 14 avril. La RPL a un total de 21 cas, dont 1 guéri le 9 avril. Donc là, suite au premier cas qui était apparu fin mars, de nouveaux cas apparaissent régulièrement. Donc là, en 2 semaines, on est à 36 cas pour les RPD pour l'instant. Jusqu'à il y a quelques jours, toutes les personnes infectées étaient soit des gens qui étaient revenus de l'étranger, donc Ukraine, Russie ou RPL, soit des proches qui avaient été en contact avec ces gens-là à leur retour. La mise en quarantaine d'office et la surveillance médicale suivie de tests en cas de doute menée par les autorités de la République qui avaient jusqu'ici fait leurs preuves pour plus ou moins circonscrire le coronavirus. Mais, on a eu un débile de médecin qui a décidé de ne pas respecter la quarantaine à la maison et qui est allé travailler alors qu'il était infecté. Résultat, l'hôpital numéro 16 de Donetsk a vu plusieurs de ses patients infectés, ainsi qu'un autre médecin. Celui qui est responsable de cette merde, il est poursuivi en justice. Hein. Il risque jusqu'à 3 ans de tôle et une amende de 1 million de roubles. J'espère qu'il va la prendre, parce que sincèrement, être un médecin et se comporter comme un abruti comme ça, no comment. Voilà. Donc résultat, comme le nombre de cas a continué à monter, le 10 avril, les autorités de la République ont suspendu l'envoi de citoyens en Russie pour aller chercher des passeports russes. Hein, la RPL a pris la même mesure. Le même jour, Denis Pouchiline a signé un décret exonérant de loyers et d'impôts fonciers les entreprises obligées de réduire ou de suspendre leur activité à cause des mesures prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus, pour compenser en partie leurs pertes par un allègement fiscal. Il a aussi appelé à généraliser le télétravail dans les administrations et les entreprises qui peuvent appliquer cette mesure. Comme en Russie, la parade de la victoire du 9 mai a été repoussée à une date ultérieure, parce que voilà, c'était trop dangereux. Les mesures de confinement pour les personnes de plus de 65 ans ont été étendues dans le temps. Les habitants de l'RPD doivent désormais obligatoirement mettre un masque pour rentrer dans les magasins, bâtiments et transports publics. Retenez bien ça, vous allez voir après pendant ce temps-là à Kiev pourquoi. C'est important. Retenez bien, hein. Les mesures qu'on prend quand même, c'est important. Le chef de l'RPD a remercié la Russie pour l'aide apportée par cette dernière à la République pour faire face au coronavirus. Ça aussi, retenez-le bien, puisque la Russie a fourni des tests à 2 reprises à l'RPD, ainsi que du matériel de protection, masques, blouses, gants et les fameuses visières qui servent à protéger le visage. Donc le même type de matériel que ce que l'OMS nous a filé aussi. Ça aussi, retenez-le, c'est important.
En tout cas, pour dépendre moins de la Russie et faire face au déficit de masques et autres systèmes de protection, le chef de la RPD a signé un décret demandant à 13 entreprises de couture-confection de vêtements de reconvertir leur production pour produire des masques, en plus des 2 entreprises qui en produisaient déjà. On a eu aussi 4 écoles spécialisées et 50 ateliers de couture individuels, hein. Il y en a beaucoup ici, pour ceux qui savent pas. Il y a beaucoup de petits ateliers de couture où vous pouvez aller faire réparer vos vêtements, mais aussi faire des vêtements sur mesure, tout simplement. Et donc 50 de ces ateliers ont été reconvertis pour coudre des masques. Résultat, la production de masques a déjà presque doublé, devrait atteindre déjà plus de 2 millions de masques par mois en travaillant en 3/8. Et à partir du 5 mai, il y a une nouvelle ligne de production qui va être ouverte pour monter à plus de 9 millions de masques par mois juste pour cette ligne de production, ce qui devrait permettre d'atteindre une capacité totale de presque 12 millions de masques par mois. En plus de ça, il y a toute une industrie de masques en tissu qui s'est développée. Je veux dire, les gens peuvent trouver des masques et même des masques FFP1. J'ai vu un petit stand où une dame vendait des cartes de rechargement pour les téléphones. Et elle avait quelques masques à vendre sur son stand. Donc quand on te dit que c'est introuvable, non, c'est pas introuvable. Bref. Par contre, il n'y a pas de déficit de gel désinfectant pour les mains, qui est produit localement par une entreprise de chimie domestique qui produit de la lessive, du shampoing et d'autres nettoyants ménagers. Je vais vous montrer une petite photo. Ça aussi, retenez-le bien. C'est important aussi pour la suite. Il est fourni en gros format, hein. Vous pouvez acheter des bouteilles d'1 litre et il n'y a pas une bouteille dans le rayon, hein. Je vous dis, ceux-là, je les ai achetés au Galactica, donc c'est une espèce de magasin de bricolage. C'est un peu comme un Leroy Merlin, en gros, mais ils font aussi un peu de bouffe. Il y avait des palettes entières. Je veux dire, on le produit localement, ça. Hein. Je veux dire, on n'est pas en pénurie, hein, de ce côté-là. Donc le format d'1 litre, il est très utile pour les magasins qui mettent à disposition le gel à l'entrée pour les clients. Donc tu peux rentrer au magasin, tu te désinfectes les mains. Les magasins désinfectent aussi régulièrement les caddies, les paniers utilisés par les clients. Ça, j'ai pu le voir au Galactica. T'avais un gars avec un pchit qui passait et qui arrosait tous les caddies de désinfectant. Donc la bonne nouvelle du 14, donc ça fut la sortie de l'hôpital de Gorlovka des 2 premiers patients guéris. Donc il s'agit de la mère et de cet enfant de 2 ans qui avaient été les 2 premiers cas de coronavirus en RPD. Donc le traitement fourni à l'hôpital a été efficace et au bout de 2 semaines, leurs tests sont devenus négatifs et donc ils ont pu rentrer chez eux. On a actuellement en RPD plus de 8700 personnes toujours en quarantaine chez elles, dont près de 7800 qui sont arrivés de l'étranger, 224 qui sont sous surveillance médicale à l'hôpital, bon bah plus maintenant les prisonniers qui nous ont été rendus. Pour l'instant, on n'a aucun mort dû au coronavirus en RPD. La dynamique en RPL est plus ou moins la même. Donc après, je rappelle le premier cas qui avait été détecté le 30 mars. Il y a aujourd'hui 21 cas en RPL, dont un patient qui est guéri et a pu quitter l'hôpital le 9 avril. Quand en RPD, il s'agissait du tout premier patient chez qui le coronavirus avait été diagnostiqué fin mars. Tous les cas aussi en RPL, c'est pareil, c'est des cas importés de l'étranger ou les proches qui ont été en contact avec eux à leur retour. La ministre de la Santé de l'RPL, Natalia Pashchenko, a déclaré que le pic de l'épidémie de coronavirus devrait être atteint fin avril, début mai, et appelé les habitants de la République à rester prudents. L'usage des masques de protection est obligatoire à l'extérieur pour tous les habitants de la République. Ça aussi, retenez bien, vous allez voir pourquoi. Et pour faire face à la demande, c'est une usine d'Elchevsk en RPL qui produit des masques de protection en tissu au rythme de 2000 par jour. Il y a actuellement en RPL plus de 3800 personnes en quarantaine à la maison, une centaine sous surveillance médicale à l'hôpital et 56 sont à l'isolement pour cause de symptômes d'infection virale respiratoire. Pour l'instant, en RPL, toujours aucun mort du coronavirus. En Ukraine, plus d'1 mois après l'apparition du premier cas de coronavirus, il y a actuellement 5106 cas déclarés, 133 morts et 275 patients guéris en date du 17 avril. Et là, on peut commencer à faire un petit comparatif. C'est que là où les RPD et les RPL ont eu leur premier cas de guérison respectivement à 15 et 11 jours après l'apparition de leur premier cas, l'Ukraine n'a vu son premier patient guéri que 23 jours après le premier cas déclaré. L'autre différence majeure, c'est le nombre de morts. L'Ukraine avait son premier mort du coronavirus 11 jours après l'apparition du premier cas. Les RPD et les RPL n'en ont toujours pas, plus de 2 semaines après le début de l'épidémie sur leur territoire.
Donc ça aussi, retenez bien pour la suite, pendant ce temps-là à Kiev, vous allez voir. Et l'Ukraine, elle a déjà eu un premier mort parmi ses soldats. J'en avais parlé la semaine dernière. La milice populaire de l'RPD a révélé qu'il y avait déjà plus d'une centaine de soldats ukrainiens infectés par le coronavirus au sein des 28e, 54e, 57e et 59e brigades des forces armées ukrainiennes qui sont déployées sur le front face à Donetsk et Gorlovka. Et au vu des conditions d'hygiène sur le front, je pense que ce nombre va augmenter de manière très importante dans les jours qui viennent. Donc pour l'instant, de ce que je vois, la politique de gestion du coronavirus par les deux républiques populaires et les traitements qu'elles appliquent, qui sont calqués sur ceux qui sont fournis en Russie, je le rappelle, sont pour l'instant, semble-t-il, plus efficaces que la stratégie choisie par l'Ukraine. C'est ce qui apparaît en tout cas. Bon, clairement, on utilise les mêmes, hein, donc c'est les interférons, l'hydroxychloroquine, azithromycine, qui est utilisé par la Russie, etc., etc., et d'autres mélanges type mefloquine plus autres macrolides. Donc on a plusieurs traitements qui sont disponibles. Je ne sais pas lesquels on utilise précisément. Je sais qu'ici, les interférons sont beaucoup utilisés. Vous pouvez trouver des précurseurs d'interférons assez facilement, même en pharmacie, hein, pour se soigner contre les infections virales. C'est un truc qui est assez courant ici, contrairement à l'Europe. Et alors, pendant ce temps-là à Kiev, nos auditeurs se souviendront peut-être de Christopher Miller, ce journaliste, enfin correspondant à Kiev, qui travaille entre autres pour Radio Free Europe, donc l'agence de propagande de la CIA. Je l'avais déjà épinglé pour un article où il avait essayé de blanchir Stepan Bandera et puis ses fans ukrainiens. Hein. Ah bah là, il nous a fait un morceau de propagande anti-RPD tellement grotesque que je pouvais pas vous l'épargner. Donc c'est un debunking. Mais vous allez voir, c'est tellement ridicule qu'il y a de quoi en rire. Donc bien sûr, actualité oblige, c'est le coronavirus qui sert d'excuse à ce monceau de conneries. Donc il semble qu'en plus de l'épidémie de coronavirus, on a aussi une épidémie de conarovirus. Voilà, bon, il semble que le coronavirus s'attaque aux neurones. Je pense que Monsieur Miller devrait peut-être faire un test, parce que là, ça devient inquiétant. Parce que dès le début de l'article, on commence fort, hein, je vais vous le montrer. Miller décrit la zone du Donbass en guerre comme étant occupée par 4 millions de personnes. Comment ça, occupée? Elle est habitée par 4 millions de personnes. Oui, mais elle n'est pas occupée par 4 millions de personnes. Et Miller, il a l'air de sous-entendre que les 4 millions d'habitants des deux républiques populaires sont presque tous des occupants russes. Je rappelle, Miroslava, qui a été tuée la semaine dernière, était ukrainienne. Elle avait que le passeport ukrainien. Tous les gens que je croise ici au quotidien ont eu un passeport ukrainien et sont nés ici. Donc, 4 millions d'occupants russes, faut arrêter la chenouf, les mecs. Ou alors, faut s'y mettre, hein, pour justifier de sortir des conneries pareilles. Parce que... Non, il n'y a pas 4 millions d'occupants russes ici. Hein, non. D'ailleurs, c'est comme ça que les lecteurs de Miller prennent cette phrase, puisque sous le tweet où il partage son article, on a droit à un énorme fake de quelqu'un racontant que des occupants russes ont jeté des amis à lui à la rue sans leur laisser le temps de prendre leurs affaires. Non, les mecs, faut arrêter vos délires. Il n'y a pas d'occupants russes ici. Hein, si c'était aussi facile de réquisitionner un logement, on n'aurait pas eu besoin de récolter des fonds pendant près d'1 an et demi pour acheter un appartement pour Olia. Voilà. Hein, si c'était aussi simple, on aurait fait pareil. Olia, qui d'ailleurs, je le signale, a un passeport ukrainien. Mais Miller doit sûrement la compter dans les occupants russes. Ça doit être ça. Là, ça devient délirant. Les mecs, là, faut arrêter la colle. Là, faut arrêter. Hein. La colle, le papier peint, la moquette. Je sais pas ce que vous consommez, mais il faut arrêter. Et puis, dès le deuxième paragraphe, on passe à la partie angoissante, parce qu'il faut faire flipper les gens. Hein. Et alors, là, il nous raconte que les deux républiques populaires non reconnues pourraient devenir un trou noir à coronavirus. Ça n'a pas de sens. Un trou noir, ça avale et ça fait disparaître la matière. C'est pas un lieu de prolifération de quoi que ce soit. Donc là, en plus de découvrir que Miller a loupé les cours sur la charte de Munich à l'école de journalisme, on s'aperçoit qu'il a dû aussi sécher les cours d'astronomie étant plus jeune. Voilà. Et alors après c'est là, ça devient complètement farfelu, puisqu'il nous raconte qu'une infirmière anonyme, hein, bien sûr, comme c'est pratique, hein, pour faire raconter n'importe quoi à une personne inexistante, vous allez voir pourquoi. Ouais, parce qu'il dit que c'est justifié par le fait que tous les gens qui témoignent auprès de lui sont tous anonymes, par peur des représailles et de la torture en RPD. Alors quand tu vois dans quel état nous on a rendu les prisonniers à l'Ukraine, et dans quel état l'Ukraine nous a rendu les prisonniers,
Si tu veux, en termes de torture, je pense que... Non. Comparé à l'Ukraine, on peut pas tester, hein, quand même, je suis désolée. Non, on torture personne, hein, ici. On torture personne. Je rappelle d'ailleurs que quand il y avait eu un militant LGBT qui avait tenté de se couper les testicules sur la place Lénine il y a quelques années en arrière, qui avait été arrêté hein, avant qu'il nous fasse cette charmante performance. Il a été arrêté, il a été très bien traité, il a été vu par un psychiatre, et lui-même a admis qu'il avait été traité très gentiment, qu'il n'avait pas été maltraité, et que le psychiatre qui l'avait auditionné s'était montré bien plus compréhensif que bien des psychiatres, y compris dans des pays occidentaux, face au fait que ce monsieur se définissait comme non-genré, enfin vous voyez ces trucs-là. On l'a pas torturé le mec, hein, je veux dire, non, on torture pas les gens ici, non, et on va pas torturer une infirmière si elle raconte quelque chose qui est pas à l'identique de ce que les autorités disent. Non, faut arrêter les bêtises, là c'est du grand n'importe quoi, mais l'anonymat c'est pratique parce que tu peux raconter n'importe quoi en prétendant avoir des témoins qui n'existent pas, hein, voilà, ça c'est comme pour le procès du MH17, bref. Et donc cette infirmière imaginaire, anonyme, raconte que le nombre de cas de coronavirus augmente rapidement. Bon, vous avez pu voir les graphiques jusqu'ici, oui ça augmente, mais enfin ça va, c'est pas... Hein, les cas se multiplient pas par 2 ou par 3 tous les jours quand même. Elle dit qu'il est impossible d'acheter du matériel de protection personnelle, peu de docteurs compétents, peu de tests et pas de respirateur artificiel. Il dit même pas peu, il dit pas de respirateur artificiel. Donc à en croire Miller et donc sa source inexistante, il n'y aurait aucun respirateur artificiel à Donetsk. Son infirmière bidon, est-ce qu'elle sait qu'on fait des opérations sous anesthésie générale en RPD pour lesquelles on a besoin de respirateurs artificiels? Est-ce qu'elle sait même que des magasins de matériel médical en vendent à Donetsk? Je vais vous montrer un petit screenshot du site d'un de ses fournisseurs. Et est-ce qu'elle sait, cette infirmière bidon, qu'en 2016 puis en 2018, entre autres, hein, des actions humanitaires avaient apporté des respirateurs artificiels à plusieurs petits hôpitaux de l'RPD, hein, comme à Makeyevka, Telmanovo, Ilovaïsk et Ambrosievka. Si ça a été apporté à des hôpitaux comme ça, c'est qu'à Donetsk, on a ce qu'il faut. Voilà, une infirmière réelle, elle l'aurait su, ça. Ben ouais. Mais une imaginaire, forcément, raconte n'importe quoi. Et puis on peut lui faire raconter n'importe quoi. Y compris que les gens prennent l'épidémie à la légère, ce qui n'est pas le cas. Les gens ne paniquent pas, c'est tout. Les gens vivent ici depuis 6 ans, en état de guerre, ils ont vécu les bombardements. C'est pas une épidémie de coronavirus qui va les foutre en état de panique généralisée. C'est comme les médecins, hein. L'autre elle te raconte que c'est la panique parmi le personnel médical. Non mais attends, les médecins ici ils ont vécu le travail dans les hôpitaux sous bombardement, avec pas d'électricité, les obus qui tombent à côté de l'hôpital. Tu crois vraiment que c'est une épidémie de coronavirus qui va les foutre en panique? Non mais allô? Est-ce qu'on peut redescendre sur Terre 5 minutes? Allô Houston? Hein, je veux dire, il raconte que les gens ne portent pas de masque en rue, ce qui n'est pas vrai. Je suis sorti faire des courses hier, il y a plein de gens, plus de la moitié des gens portent des masques en rue. Maintenant, comme l'a dit Poucheline, ils sont obligatoires dans les magasins et les transports en commun, même si c'est des masques en tissu, mais les gens en portent. L'autre, il a raconté que les gens se moquaient de quelqu'un qui était la seule personne dans la rue à porter un masque. Mais il n'y a personne qui se moque de qui que ce soit qui porte un masque. Il y a plein de gens qui portent un masque en rue. C'est quoi, faut que j'aille vous faire un reportage en pleine rue pour montrer que c'est le cas? Il suffit de regarder rien que les reportages des collègues journalistes ou de la milice populaire de la RPD. Les mecs font leur stand-up, ils ont le masque sur le visage. Si vous vous souvenez, le reportage à Gorlovka après le bombardement de la station d'autobus, Prihodko, qui est le maire de Gorlovka, porte un masque chirurgical. Je veux dire... c'est n'importe quoi de dire que les gens portent pas de masque. Il dit qu'on pratique pas la distanciation sociale, mais c'est pas vrai. Dans tous les magasins, t'as du scotch par terre et des stickers pour te dire respecter la distance d'1 mètre et pour te dire où tu dois faire la file. Oui, on n'a pas enfermé tout le monde à la maison. Mais bon, il y a différentes façons de la mener la distanciation sociale, hein.
c'est du grand n'importe quoi. Il dit en gros qu'on est les seuls dans le monde à pas le faire, ce qui est pas vrai. Après, il nous sort que le gel hydroalcoolique quasiment impossible à trouver. Alors, je vous disais que j'en ai acheté, donc je vous ai montré une photo, voilà, je vous le montre. Voilà, voilà, le gel hydroalcoolique en 1 litre. Voilà. Il y en a une version spray, voilà, tac. Voilà, ça c'est ce que j'ai acheté au Galactica. C'est marrant, pour des trucs soi-disant impossibles à se procurer. Non, c'est n'importe quoi. Alors après, il part dans des délires en mode effondrement potentiel de l'RPD, de l'RPL pour cause de coronavirus, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées et que le système médical serait à genoux après 6 ans de guerre. En fait, il parle de l'Ukraine, là, mon gars. Non, parce que s'il y a bien un pays avec une proportion de personnes âgées qui monte de manière galopante, et un système médical totalement foutu en l'air par les réformes ultralibérales de la fameuse Souploun, la docteur mort, la docteur de la mort, c'est en Ukraine. Je dirais, c'est en Ukraine qu'ils ont un ratio naissance sur mort qui est catastrophique. Nous, on n'a pas 2 fois plus de morts que de naissances. Non. Ça, c'est en Ukraine. Pareil pour tes petits fantasmes, comme je disais, de panique parmi le personnel médical, tes histoires de paralysie pour cause de Covid-19. Bon, je sais bien que les Miller et ses petits potes de la CIA, de l'Atlantic Council, fantasment tout haut sur le fait qu'ils aimeraient bien voir la Russie. Je vais vous montrer un petit screenshot d'un article de l'Atlantic Council où ils sont en train de fantasmer sur le fait que le coronavirus deviendrait le Tchernobyl de Poutine. Non, mais comment vous pouvez pondre des articles comme ça ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes... le pire, c'est que tout le monde se fout de leur gueule, parce que la Russie fait partie des pays qui est l'une des meilleures élèves en termes de gestion du coronavirus, en termes de taux de mortalité, etc. Enfin, je veux dire... Et là, vous êtes en train de fantasmer tout haut sur le fait que vous voudriez voir aussi les républiques populaires morfler à cause du Covid-19. Mais vos fantasmes ne se réalisent pas du tout, parce que comme je le disais, nous, on n'a toujours pas de morts. Et on a des personnes guéries plus d'une semaine avant l'Ukraine, si on rapporte tout par rapport aux premiers cas détectés. C'est quand même... voilà. Non, à un moment, il sort aussi que la Russie... on ne pourra certainement pas se tourner vers la Russie pour nous aider. Mais elle nous aide déjà. Il y a eu une livraison, là, cette semaine, de la part de la Russie, de tests, de matériel de protection... Le fameux matériel de protection que tu prétends qu'on n'a pas. Si, on en a reçu de la part de la Russie et de la part de l'OMS. Voilà. Donc Christopher Miller est un clown qui s'ignore, mais bon, pour sûr, c'est un propagandiste pur de dur. Lui, c'est pas un journaliste, parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je m'adresse à Christopher, là. Je vais tutoyer, je sais pas si tu parles un peu le français ou pas. Si tu prends de la drogue, s'il te plaît, arrête avant que tes neurones aient complètement cramé. Si pas... Mésie-toi. Mésie-toi parce que bon, histoire d'avoir une excuse autre que ton salaire payé par l'officine de propagande de la CIA pour justifier de sortir des bobards pareils. Parce que non. Oui, c'est clair qu'on manque de médecins. On manque de médecins. Mais pourquoi? Parce qu'un certain nombre ont fui la guerre tout simplement quand elle a commencé. Voilà. Mais il faut arrêter les bêtises. Faut arrêter vraiment les bêtises. Là, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc, voilà, les clowneries de Monsieur Miller. Pour vous voyez à quel point ça peut devenir complètement délirant, quand même, la presse occidentale. Donc voilà la situation. Pour l'instant, donc une baisse des bombardements, peut-être due au coronavirus dans l'armée ukrainienne, je ne sais pas. Mais pour l'instant, voilà, on a eu une augmentation des cas, mais ça, voilà, on s'y attendait. On fait tout pour mettre la situation sous contrôle, éviter un confinement total, parce que c'est quand même très destructeur pour les économies, je veux dire, même pour des pays comme la France ou comme la Russie. C'est un truc qu'il faut éviter à tout prix, ça c'est clair. Mais on a pris, je pense, les bonnes mesures. On a quand même été parmi les derniers pays touchés au monde. Donc, je veux dire, l'autre qui nous sort ça en mode ça va être l'apocalypse ici, il faut arrêter. Non. On a survécu à 2014, qui a été une année où on comptait les morts par centaines par jour. Non. T'inquiète, ça va pas être l'apocalypse à cause du coronavirus. Voilà, on va s'en sortir, on applique les protocoles de la Russie nous aide. Voilà, donc faut arrêter les petits fantasmes malsains et de raconter des grosses conneries. Voilà.
Donc écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation sur le Donbass. Il n'y en aura pas dans 15 jours. Donc il y aura une interruption d'une semaine parce que je vais déménager tout simplement. Donc le temps de mener le déménagement et de récupérer internet. Voilà, donc il n'y aura pas de site web dans 15 jours. Donc il y en aura un la semaine prochaine, samedi prochain, et ensuite il y aura une interruption et je reviendrai dans 3 semaines. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation sur le Donbass.